Salut à tous, bienvenue sur Flora TV News. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante de la RDC. Entre espoir de paix, nouvelles tensions armées, l'analyse du nouveau gouvernement Suminois II et un retour historique sur un secret longtemps méconnu, l'uranium congolais derrière les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. En République démocratique du Congo, un nouveau gouvernement vient d'être annoncé le 8 août. Officiellement, le président Félix Tshisekedi parle d'un cabinet réduit et ouvert à l'opposition et à la société civile. Mais derrière cette image d'ouverture, que se cache-t-il vraiment? D'abord, pas de gros bouleversements. Judith Suminwa reste première ministre. Mais ce remaniement s'inscrit dans une stratégie plus large. Consolider l'union sacrée de la nation, éviter un dialogue politique qui pourrait fragiliser le pouvoir, et gagner du temps jusqu'aux prochaines échéances. Indar, renforcer l'union sacrée Tshisekedi ne s'en cache pas. Il veut une plateforme solide, capable de gouverner sur plusieurs mandats, un peu comme l'ANC en Afrique du Sud. Il a donc veillé à équilibrer la représentation des provinces et surtout à récompenser ses alliés politiques en fonction de leur poids électoral depuis 2020 et 1. Addis Abeba, la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité. Les 7 et 8 août 2025, à Addis Abeba, représentants de la RDC et du Rwanda, accompagnés d'observateurs des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine, se sont réunis pour la première fois dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Objectif: mettre en œuvre le plan de neutralisation des rebelles FDLR, organiser le désengagement des forces rwandaises et assurer un partage d'informations efficaces entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties ont adopté les règles qui régiront leur prochaine réunion et ont commencé à discuter concrètement de l'application de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington. Ce processus s'inscrit dans la continuité des discussions menées fin juillet aux États-Unis. Le 1 août, Kinshasa et Kigali ont même paraphé un texte sur l'intégration économique régionale, énergie, infrastructure, mines, tourisme et santé publique. Mais sur le terrain, la réalité est beaucoup plus sombre. Sud Kivu, taxes illégales et tracasseries. Sur la route Bukavu, Walungu, les rebelles de l'AFC, M23 imposerait des taxes allant de 100 à 150 $ par camion de marchandises. Un poste de perception, situé à Mushushi, serait au centre de nombreuses tracasseries, aggravant la misère des populations déjà frappées par l'insécurité. Nord Kivu, combats et déplacements massifs. Dans le territoire de Walikali, des affrontements ont éclaté le 8 août entre l'AFC M23 et les milices d'autodéfense Wazalendo. Les échanges de tirs ont duré près de 3 heures, paralysant la vie à Kachebert. Plus au nord, dans le groupement Mutanda, Rutshuru, le M23 a ordonné à des milliers de personnes de quitter leur village sous 5 jours, au motif que la zone serait opérationnelle. Ces déplacés sont poussés vers des localités où ils n'ont aucun moyen de subsistance. Selon l'ONU, dans certaines zones sous contrôle du M23, 319 civils auraient été tués depuis le début de l'année, principalement des agriculteurs. Des chiffres que la rébellion conteste. Le retour de la guerre à Massissi, toujours le 8 août, à Kibanda, territoire de Massissi, de nouveaux combats ont éclaté entre M23 et Wazalendo. Des affrontements qui surviennent seulement quelques jours après un calme précaire en RDC. La paix est devenue un trésor. Retour historique. L'uranium congolais et la Seconde Guerre mondiale. En marge de cette actualité brûlante, le 9 août marque le 80e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki. Ce que peu savent, c'est que l'uranium utilisé dans les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki venait du Congo. Extrait de la mine de Shinkolobwe, au Katanga. Cet uranium d'une pureté exceptionnelle fut exporté secrètement vers les États-Unis dès 1939. Il alimenta le tristement célèbre projet Manhattan et permit de fabriquer les bombes Little Boy et Fat Man. La mine fut officiellement fermée en 1960, mais l'exploitation illégale continua, au point que le site fut déclaré zone interdite en 2004 par crainte de trafic nucléaire.
Et vous, pensez-vous que ce remaniement va vraiment changer quelque chose? Ou est-ce juste une stratégie pour rester au pouvoir? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous pour suivre l'actualité politique en RDC. Entre espoir de paix fragile, violence persistante et un lourd héritage historique, la RDC reste au cœur d'enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires majeurs. Ce qui se joue aujourd'hui sur le terrain pourrait redessiner l'avenir de toute la RDC. Abonne-toi pour ne rien rater.